Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Éclat de vie, le podcast de la FENVAC. Je suis aujourd'hui dans les locaux de la FENVAC à la maison, accompagnée de Stéphanie Despo. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Aujourd'hui, on fait un épisode un peu particulier parce qu'on va parler de l'ONAC-VG, qui est une structure très importante dans l'accompagnement des victimes, notamment des victimes d'attentats. Avant de parler de ça, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Stéphanie Despo. Je suis la chef du département de la solidarité à l'ONAC-VG, donc à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. La mission Solidarité est une des trois missions de l'établissement public, donc de l'ONAC-VG. Et donc du coup, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est l'ONAC-VG ? Alors, l'ONAC-VG, c'est un établissement public, donc c'est une administration qui est sous la tutelle, enfin en tout cas qui fonctionne avec le ministère des Armées, et qui a surtout comme particularité d'avoir traversé le XXe siècle et puis d'avoir évidemment entamé le XXIe siècle, puisqu'il est né des combats de la Première Guerre mondiale, de l'accompagnement nécessaire d'abord des mutilés, des familles de morts pour la France et puis ensuite des pupilles de la nation. Et alors, aujourd'hui, maintenant que la Première et la Seconde Guerre mondiale sont passées, à qui est destinée cette structure ? Alors c'est une structure qui est destinée à l'ensemble des ressortissants de l'office, enfin de l'établissement public. Alors quand je dis ça, je dis rien en fait. L'ensemble des ressortissants, c'est toujours les victimes de guerre, c'est toujours les victimes, les morts au combat ou les blessés au combat, c'est-à-dire en OPEX maintenant. Ce sont ceux qui sont les victimes et les combattants de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il en reste, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc, et puis tous ceux qui sont victimes, soit parce qu'ils ont combattu, soit parce qu'ils sont ayant droit des combattants des OPEX, avec les pupilles de la nation. Donc ça fait le nombre les ressortissants qui sont accompagnés par l'ONAC-VG, c'est environ 1,8 million corps de personnes, qui sont aidés donc, sur l'ensemble du territoire, puisque l'ONAC-VG a cette particularité-là, en dehors du fait qu'elle a traversé le XXe siècle, qu'elle est née de la Première Guerre mondiale et qu'elle s'est donc adaptée à la situation, adaptée à un contexte extraordinaire en fait. Elle a aussi cette autre particularité de disposer d'un maillage territorial. Donc il y a un service qu'on va appeler un service de proximité, mais qui est en fait un service par département sur l'ensemble de l'Hexagone, et puis également en Outre-mer. Et il y a également un service en Algérie et un service au Maroc. Donc vraiment au plus près de là où sont nos ressortissants. Nous, aujourd'hui, à la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, cette structure nous intéresse parce qu'on considère aujourd'hui que les victimes d'attentats sont des victimes de guerre. C'est bien ça ? C'est bien ça. Et donc, c'est quoi les missions finalement de l'ONAC-VG ? Alors, les missions, elles sont au nombre de 3. La première d'entre elles, c'est la mission de reconnaissance et de réparation. L'autre mission, c'est la mission d'aider, la mission d'accompagnement. Donc la mission Solidarité, en fait, celle que je représente aujourd'hui. Et la troisième mission, c'est une mission mémorielle, c'est une mission de transmission. La mission reconnaissance et la mission réparation, en fait, c'est la première des missions. C'est la mission qui reconnaît le droit d'être ressortissant. L'exemple type, c'est vraiment le combattant de la Première Guerre mondiale qui est revenu mutilé. On a reconnu le fait qu'il avait combattu et qu'il revenait mutilé. Ça lui a donné des droits. Et de ces droits ensuite, puis découler la mission d'accompagnement. Donc il a pu être accompagné après. Donc il y a déjà dans un premier temps une reconnaissance. Parce que tous les citoyens français ou tous les citoyens qui vivent sur le territoire français ne sont évidemment pas ressortissants de l'ONAC-VG. Donc on reconnaît à la personne, on lui reconnaît soit d'avoir combattu pour la France, auquel cas la France lui doit, soit d'être ayant droit, famille de ce combattant. Et puis plus tard, après, victime de terrorisme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut déjà reconnaître la qualité, le statut de ressortissant. Et donc une fois qu'on a reconnu ce statut de ressortissant, deuxième mission, si j'ai bien compris, c'est aider et accompagner. C'est ça. Alors comment est-ce que l'ONAC-VG aide et accompagne les ressortissants de guerre ?
Alors la mission d'accompagnement, c'est déjà une mission d'accompagnement moral. C'est-à-dire que longtemps on a dit, on le dit encore du reste, que l'ONACVG, c'est la maison du combattant, la maison du ressortissant dans son ensemble, quel qu'il soit. Ancien combattant, veuve d'ancien combattant, pupille de la nation, victime de terrorisme. C'est vraiment un lieu qui lui est dédié et dont l'État a voulu qu'il soit là pour veiller à ses droits moraux. Évidemment, ça ne suffit pas, l'accompagnement moral, dans la plupart des cas. Donc il y a également un accompagnement administratif. Ça suppose que les personnels de l'ONACVG, dans chacun des départements, ou en Outre-mer également, sont là pour aider les ressortissants à monter leur dossier, à faire valoir leurs droits. Et puis la troisième catégorie d'aide, en quelque sorte, c'est l'aide financière, bien sûr. Et il y a également entretenir et transmettre la mémoire. On est vraiment dans la valorisation de la mémoire des conflits. L'idée, c'est vraiment d'aider à faire des jeunes citoyens éclairés, j'allais dire. C'est ça la troisième mission, la mission de transmission. Ça passe par l'organisation de cérémonies, ça passe par un travail étroit avec l'éducation nationale notamment, avec les associations, tout type d'associations. On a aussi, il faut quand même le préciser, c'est important, on a en gestion 10 hauts lieux de mémoire nationale, le Mont Valérien par exemple. Donc là aussi, ça relève de notre mission de mémoire. Voilà, peut-être que cette mission de mémoire, elle est là pour éviter qu'on ait à nouveau des ressortissants et à nouveau à décliner cette mission de reconnaissance et de réparation et cette mission de solidarité. Elle est vraiment là pour que les plus jeunes, alors ça ne s'adresse pas exclusivement aux plus jeunes, mais quand même beaucoup, que pour les plus jeunes générations, sachent comment ne pas reproduire ce qui a provoqué les ressortissants, ce qui a donné lieu à ces ressortissants. Éviter que l'histoire ne se répète. Voilà, en plus court, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus en détail sur les différents dispositifs qui sont mis en place pour accompagner les individus et notamment les victimes d'attentats ? C'est déjà de faire les démarches pour que victimes de terrorisme et services départementaux, personnel de l'ONACVG se rencontrent. Parce que ça, c'est pas la jonction, enfin le lien entre les deux ne se fait pas forcément de façon immédiate. Donc les services départementaux ont déjà dans leur mission celle-ci de se faire connaître auprès des victimes d'actes de terrorisme qui résident dans leur département et au moins de leur faire connaître qu'ils sont là et qu'en cas de besoin, ils sont à leur disposition. C'est pas toujours le cas immédiatement, toutes les victimes de terrorisme, de même que tous les ressortissants, ne sont pas en lien avec leurs services départementaux et ne sont pas non plus n'ont pas forcément besoin d'être accompagnés d'une manière ou d'une autre. Mais quand même, la première démarche, c'est celle-ci, parce que autant pour un militaire qui revient d'OPEX, l'ONACVG, ça fait quand même partie de son environnement, et il en a entendu parler, et très rapidement, en tous les cas, il va voir apparaître le nom de l'établissement ONACVG dans les échanges ou dans les documents qui lui seront transmis. Autant une victime de terrorisme qui, dans la plupart des cas, gravite professionnellement et personnellement bien en dehors de la sphère du ministère des Armées, bien au-delà de ce périmètre, la jonction entre ONACVG et victimes de terrorisme n'est vraiment pas évidente. Ne peuvent être considérés comme ressortissants de l'ONACVG, donc comme victimes de guerre en fait, que les victimes de terrorisme qui bénéficient d'une pension militaire d'invalidité. En tous les cas, on va commencer à accompagner une victime d'acte de terrorisme sitôt qu'elle a fait sa demande de pension militaire d'invalidité. Donc voilà, le premier point, c'est de prendre compte, d'essayer de faire le contact avec la victime de terrorisme. L'autre moment, c'est de s'assurer qu'il y a une pension militaire d'invalidité qui est déjà là ou qui peut être sollicitée. Et ensuite, une fois que la pension militaire d'invalidité est sollicitée ou qu'elle est déjà acquise, ensuite, là, l'aide se décline comme pour tous les autres ressortissants. C'est de la reconversion, c'est l'aide à la reconversion. Quelque chose qu'on essaie de développer, c'est la reconversion par le sport ou par d'autres types d'activités. Mais pour le moment, on est surtout... on travaille avec le CSINI notamment, et les stages de reconversion par le sport, c'est quelque chose qui fonctionne déjà, avec des résultats généralement très probants. Et avec cette particularité, c'est que les stages du CSINI, donc le CSINI, c'est une structure d'association militaire, le point particulier et intéressant d'ailleurs, c'est que les victimes d'actes de terrorisme qui participent à ces stages de reconversion
le font avec des blessés militaires. Et puis on veut essayer de développer également d'autres stages de reconversion, mais qui ne soient pas forcément sportifs. Évidemment, on ne va pas les développer seuls, on va les développer de concert avec les victimes, pour bien savoir ce qu'ils attendent. Et tout ça, on peut le faire, et c'est à signaler grâce au Bleuet de France. L'accompagnement individualisé des victimes de terrorisme ou des militaires, des titulaires de la carte du combattant, ou cet accompagnement individualisé-là, il se fait grâce à la dotation de l'État, donc c'est de l'argent public. En revanche, tout ce qui est montage de projets collectifs, donc comme les stages de reconversion par le sport, notamment, ça, ce sont des actions que l'on peut mener grâce aux dotations qui nous sont faites par le Bleuet de France. Mais finalement, ces stages de reconversion, ils amènent du coup aux personnes qui les suivent de pouvoir réfléchir à une nouvelle carrière, c'est ça en rapport avec le sport ou... C'est juste des moments, alors je saurais pas dire comment tous le vivent, mais des moments d'évasion, des moments... D'accord, mais c'est pas des stages de reconversion professionnels. Non. C'est des stages un peu comme ce qu'on peut retrouver avec, je pense par exemple à l'art-thérapie. C'est des moyens, on sait que voilà, l'art, le sport, c'est des choses où on sait que, enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes à en ressortir, notamment pour des victimes qui ont vécu des drames comme un attentat. Ouais. Ok, super intéressant. Voilà, et donc l'art-thérapie, justement, ça serait quelque chose qu'on pourrait continuer, qu'on pourrait aussi développer. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que vous proposez un panel d'offres et après, chacun y trouve son compte et s'inscrit ou non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, il y a des possibilités, il y a des choses qui sont mises en place pour les victimes d'attentats. Il y a d'autres choses également dans d'autres structures, mais tous ensemble, finalement, ça permet d'avoir une grande palette, ce qui est très, très intéressant. Et alors moi je me posais une question juste pour revenir 2 secondes sur la pension d'invalidité. Comment ça s'articule, parce qu'on sait que le fonds de garantie apporte aussi des dédommagements aux victimes. Est-ce que vous travaillez avec le fonds de garantie? Comment ça se passe? Oui, alors nous on a une convention, enfin on travaille avec le fonds de garantie, mais plutôt pour l'information qui peut être faite auprès des victimes de terrorisme. Donc une victime peut avoir un dédommagement du fonds de garantie et une pension d'invalidité auprès de l'ONACVG. Voilà. On a évoqué tout à l'heure très rapidement le statut de pupille de la nation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, les pupilles de la nation, depuis 1917, c'est un statut. Alors, on devient pupille de la nation par une adoption, alors pas une adoption au sens où on l'entend communément, une adoption par la nation. Donc, ça n'enlève rien aux droits des parents, ça passe par le tribunal, sauf que là, au contraire de l'adoption par le droit commun, ça n'enlève aucun droit aux parents qui restent ou aux 2 parents qui restent. Et de ce statut ensuite découle un accompagnement, là aussi, c'est l'État qui devient le tuteur moral, mais sans que ça n'enlève de droits aux parents, sont aidés financièrement, donc ils ont des subventions, à la fois pour leurs études, des subventions aussi pour les frais médicaux, pour les victimes d'actes de terrorisme, peuvent être pupilles de la nation les victimes directes, donc les enfants qui ont été victimes d'attentats, ou les enfants des victimes directes d'attentats, qui ne seraient plus, puisque ça c'est le point essentiel, qui ne seraient plus en capacité de pourvoir à leur charge d'éducation. Ce qui ne veut pas dire un aspect financier, là, c'est vraiment que le parent, en tout cas celui qui a été touché par l'attentat, ne peut plus s'en occuper comme il le faisait auparavant. Un parent, victime d'un événement qui a des mineurs, est impacté d'un point de vue psychique ou physique, de manière assez importante pour que ça handicape sa capacité à prendre correctement en charge ses enfants. C'est ça? C'est ça. Voilà. Ok. En plus clair, c'est ça. Et ça n'a pas beaucoup... Enfin, voilà, c'était déjà comme ça en 1917 et ça n'a pas beaucoup changé. Les pupilles de la nation, alors ça devait pas être le cas au début, mais c'est rapidement devenu cela, sont toujours... Enfin, une fois la fin de leurs études, puisqu'on les prend, on les accompagne quand ils sont mineurs, et jusqu'à la fin de leurs études, quelle que soit la durée de leurs études pour le moment, ils peuvent faire un doctorat et le poursuivre jusqu'à 33 ans, ça, on les accompagnera toujours. Une fois leurs études terminées, cette fois-ci, l'aide que les services départementaux de l'ONAC peut leur attribuer, c'est une aide qui est la même que pour les autres ressortissants. C'est plus une aide qui est complète et qui prend en compte, et donc qui est plus élevée, parce que l'aide qui est dédiée aux pupilles de la nation mineure ou en études est beaucoup plus importante en termes de subventions, en termes de montant en fait, que pour les ressortissants. Les pupilles de la nation, c'est vraiment, c'était longtemps les ressortissants, non pas les mieux accompagnés, mais ceux sur lesquels on veillait le plus, parce que, un peu comme on prend soin de transmettre la mémoire des conflits, on ne voulait pas, et depuis 1917, que la génération des victimes, des enfants de victimes, soit également victime à son tour.
Donc l'idée, c'était vraiment de les préserver autant que possible pour qu'ils aient une enfance, alors pas tout à fait la même que celle qu'ils auraient eue si leurs parents n'étaient pas décédés ou s'ils n'avaient pas été impactés par un fait grave, mais au moins une enfance correcte et qui leur permette après d'être des jeunes adultes en capacité de réussir leur vie, enfin en tout cas d'avoir une vie équilibrée. Donc c'est le soin qu'on prenait vraiment et qu'on prend toujours pour ne pas que la génération qui suit, celle des victimes ou des morts pour la France, soit également une génération... Oui, parce qu'au final, le point commun entre les pupilles de la nation et cette attention portée à entretenir la mémoire, c'est que dans les deux cas, il y a un avenir à protéger. C'est ça. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.